J'ai préparé la salle échauffée ici. Monsieur le secrétaire général, cher Patrick Coumagnac, mesdames et messieurs les responsables syndicaux, mesdames et messieurs les secrétaires généraux, mesdames et messieurs les inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale. J'ai un discours tout fait sous les yeux, mais je ne vais pas le lire, même s'il va m'être utile. Je suis très heureux de votre invitation et très heureux d'être devant vous aujourd'hui, puisque Patrick Coumagnac le sait bien, pour moi c'est très important ce que vous représentez, ce que vous êtes. Ce que vous représentez, c'est-à-dire les CIEN, ce que vous êtes, c'est-à-dire les CIEN. C'est très important parce que les cadres de l'éducation nationale sont essentiels pour l'éducation nationale et les inspecteurs du premier degré particulièrement. Je dis évidemment des choses sont là pour les cadres du second degré. J'ai toujours une grande fierté à souligner le professionnalisme et l'importance de nos cadres dans notre système. Parce que notre système souffre d'un cliché dans la société française. Nous sommes supposés être pachydermiques, nous sommes supposés être immobiles parce que grands. D'autres adjectifs sont parfois utilisés, je préfère dire grand. En réalité, nous sommes agiles, nous sommes professionnels, et nous sommes, grâce à l'ensemble des professionnels de l'éducation nationale, et tout particulièrement, ça va de soi, grâce au cadre. On ne le souligne jamais assez, et cette fierté d'appartenir à la première institution de la République, dans tous les sens du mot d'ailleurs, au sens quantitatif comme au sens chronologique, cette fierté d'appartenance, cette fierté du métier, cette fierté de la mission, sont des choses que évidemment je partage avec vous et que j'aime à souligner, et donc c'est important pour moi de le souligner en venant vous voir. Ensuite, il y a le syndicalisme que vous incarnez, le type de syndicalisme, un syndicalisme de cadre bien sûr, un syndicalisme responsable. Vous êtes aussi l'UNSA, j'en profite pour saluer les autres professions représentées qui sont devant moi. Et donc un syndicat particulièrement intéressant parce que justement couvrant les différents métiers de l'éducation nationale, et puis réputé pour son caractère constructif, ça ne veut pas dire que d'autres ne le sont pas aussi, mais en tout cas vous l'êtes. En tout cas vous êtes considéré comme tel et considéré comme tel par moi. Et c'est très important et nous avons plus que jamais besoin de ça. Si je prends un exemple qui est un exemple dans l'actualité, très important, mais qui n'est pas le seul exemple que je pourrais prendre, celui des directeurs d'école. Nous avons un sujet qui est extrêmement important sur le plan structurel, qui pour les raisons dramatiques que nous connaissons tous est devenu particulièrement sensible ces dernières semaines, pour lequel nous avons à avancer, nous avions à avancer, nous avons plus que jamais à avancer. Lorsque j'ai en tête l'ensemble des éléments qui peuvent nous permettre d'avancer, c'est-à-dire premièrement la grande catégorie des éléments correspondant à l'appui que nous pouvons donner au directeur d'école, à l'aide que nous pouvons apporter au directeur d'école, l'aide humaine et matérielle que nous pouvons apporter au directeur d'école, la reconnaissance aussi. Et deuxièmement, l'évolution statutaire, l'évolution juridique et administrative des directeurs d'école. Et bien lorsque j'ai en tête tous ces éléments, je n'ai pas une solution toute faite à ce sujet. Par contre, j'ai la conviction très profonde que le dialogue avec vous et avec l'ensemble des acteurs concernés peut amener un progrès. J'en suis absolument persuadé. Mais pour ça, on a besoin d'un dialogue social constructif. Vous le savez bien, j'en ai plusieurs fois parlé avec Patrick Coumagnac depuis 2 ans, et certainement votre réunion d'aujourd'hui va contribuer à avancer sur ce sujet. Et nos dialogues des temps qui viennent vont nous aider sur ce sujet. Et si je prends cet exemple-là, c'est à 2 titres. C'est d'abord parce que vous avez des idées, vous avez des propositions, elles m'intéressent. Et deuxièmement, vous avez un état d'esprit, et cet état d'esprit il va être extrêmement utile pour les temps qui viennent. Et puis tout ceci illustre une troisième chose, c'est que si nous faisons bouger le sujet des directeurs d'école, nous ferons bouger le sujet des IEN. Donc vous êtes directement concernés. Et là aussi, forcément, vous avez des idées, et elles sont par nature intéressantes. Et dans tous les cas, ça peut représenter des progrès. On est typiquement aussi sur des sujets qui ne peuvent avancer vraiment que sur des bases le plus consensuelles possible. Le consensus absolu est rarement possible, mais un consensus relatif doit être possible. Et dans un moment où nous affirmons l'école primaire comme étant, sans aucune espèce d'ambiguïté, la première des priorités, la grande priorité, eh bien, cela crée un contexte favorable pour les moyens. Je rappelle que les augmentations budgétaires qui
vont encore avoir lieu en 2020 et qui nous positionnent comme l'un des deux ministères qui progressent le plus sur le plan budgétaire. L'essentiel de ces progrès, nous essayons de les mettre sur l'école primaire. D'abord pour faire un rattrapage, puisque la France est dans la situation absurde d'investir moins dans son école primaire que la moyenne des pays de l'OCDE, alors qu'elle investit plus dans son enseignement secondaire que les pays de l'OCDE. Et je dis ça devant les syndicats du second degré, et je le dis devant tout public, évidemment, c'est un fait. Il ne s'agit pas pour autant de déshabiller le second degré pour le premier degré, mais c'est sûr de mettre nos moyens nouveaux davantage sur le premier degré que sur le second degré. Ce contexte très favorable est vecteur de progrès. Il est vecteur, ce contexte quantitatif favorable, ce contexte, je dirais, thématique favorable, en termes d'affichage de priorité, est favorable à des évolutions de structure telles qu'on peut en souhaiter peut-être parfois depuis des années, voire des décennies. Et c'est très important de tirer avantage de ce contexte que nous pouvons créer ensemble. Et tout ceci suppose un état d'esprit constructif, tout ceci suppose du dialogue, du travail, et j'y suis évidemment très disposé. C'est pourquoi ce que vous avez à dire sur l'école primaire d'une part, et parmi les sujets de l'école primaire, la direction d'école, et sur votre métier d'autre part, des sujets qui sont évidemment totalement articulés, est extrêmement important pour les penseurs. Vos missions ont beaucoup évolué, soit par les textes, soit par les faits au cours du temps. Néanmoins, il y a encore des choses à faire. Et surtout, on va être inspiré par l'idée essentielle, que je crois que nous partageons, qui est que vous êtes le cadre pédagogique avant toute chose. Et que ce qui est extrêmement important, c'est de libérer du temps pour cette dimension pédagogique, pour aboutir au résultat du service public que nous incarnons, c'est-à-dire la réussite de tous nos élèves. Lorsque je dis lire, écrire, compter et respecter autrui toute la journée, plusieurs fois par jour, devant tous les publics, ce n'est pas une formule, c'est véritablement la nécessité d'arriver à ce que 100% des enfants, la totalité des enfants, sortent de l'école primaire avec les savoirs fondamentaux bien ancrés. Je n'ignore pas les critiques que l'on m'adresse lorsque je dis ça. Je suis toujours surpris qu'il puisse y avoir une quelconque connotation conservatrice dans le fait de dire lire, écrire, compter, respecter autrui pour tous les enfants de France. J'ai le sentiment de me situer dans les lignes d'illustres prédécesseurs, modestement bien sûr, mais de personnes qui sont en général l'objet de révérence dans notre milieu. Je pense à Jules Ferry, je pense à Jean Zay, et je pense qu'il serait surpris de se dire qu'au début du XXIe siècle, on considère que dire lire, écrire, compter, respecter autrui pour tous les enfants de France comme première stratégie de lutte contre les inégalités sociales puisse apparaître en quoi que ce soit comme conservateur. En tout cas, c'est à mes yeux le cœur même du message républicain, et c'est ce message républicain dont nous avons plus que jamais besoin. Chaque fois que nous laissons un enfant de côté à l'école primaire, chaque fois que quelque chose se passe mal à l'école primaire, eh bien, c'est évidemment une défaite pour l'égalité, une défaite pour l'ensemble des termes de notre devise républicaine, et on doit en être pleinement conscient. Pourquoi je me fiche des modes, toutes sortes de remarques que l'on peut me faire sur le sujet. Je ne dévierai pas de cette première priorité qui est la réussite de tous les élèves à la fin de l'école primaire. Et encore une fois, ce n'est pas un slogan, une antienne qu'on dit en permanence, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas. J'ose espérer que ça commence à être un peu plus le cas, et surtout qu'au cours des années, grâce à ce que nous sommes en train de faire, pas seulement le dédoublement des classes de CP et de CE1, mais l'ensemble de la stratégie, nous pouvons aller plus loin. Tout ceci renvoie à une stratégie d'ensemble. Je ne vais pas en faire le tableau ici, vous la connaissez par cœur, on a des réunions professionnelles, tout récemment vous avez été réunis à Poitiers. Mais cette stratégie générale, elle a quand même quelques éléments clés que je voudrais rappeler. D'abord, le sujet de la formation des professeurs des écoles. Ce sujet est évidemment matriciel. Vous avez un rôle considérable à jouer pour cette formation. Et au cours des dernières années, et même des dernières décennies, vous avez été trop écarté de ce sujet. Il faut réinvestir les INSPE de nouvelle manière. J'encourage pleinement ce mouvement. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Commencer par l'intérêt des INSPE, mais surtout l'intérêt des futurs professeurs des écoles. Vous êtes ces professionnels de terrain, ces cadres pédagogiques dont je n'ai cessé de parler au moment du vote de la loi, lorsque je disais que leur présence était absolument indispensable
parce qu'il faut une dimension pratique, pragmatique, que vous incarnez, comme les professeurs chevronnés l'incarnent aussi, et dont les futurs professeurs ont besoin. Vous devez exister dans les INSPE, non seulement par l'inspiration que vous pouvez donner aux politiques données dans les INSPE, mais aussi par les cours que vous pouvez y donner, par votre présence physique, personnelle dans les INSPE, et par le travail collectif à l'échelle d'une académie ou d'un département auprès d'une INSPE. Bien sûr, on ne part pas de zéro sur ce sujet, et surtout nous avons une magnifique tradition en la matière, mais elle a besoin d'être revitalisée, modernisée, et désormais, l'ensemble des éléments textuels permettent ce que je suis en train de dire, et donc cela fait partie aussi des évolutions de notre mission que de réinvestir cet enjeu de la formation initiale et bien entendu de la formation continue des professeurs des écoles. Ce point-là est absolument majeur. Et évidemment, deuxième dimension de cette stratégie qui est très importante, c'est l'animation pédagogique. Il y a un instant, en début de mon discours, je me félicitais de la grandeur de notre institution, en disant sa grandeur est une qualité plus qu'un défaut. A fortiori, quand nous démontrons, grâce à notre travail, notre agilité. Le fait d'être grand n'est pas un problème pour être agile. Mais quand on est agile et qu'on est grand, ça veut dire qu'on est très puissant. On peut faire des choses que d'autres pays ne peuvent pas faire. Quand je parle avec mes collègues ministres européens, il y a parfois des lueurs d'envie dans leur regard. Parce qu'on peut faire au système français des évolutions, dès lors qu'on ne se trompe pas dans l'esprit des réformes, on peut lui faire des évolutions qui sont décisives pour le pays et qu'on ne trouve pas si facilement dans d'autres pays. Un ministre allemand de l'éducation, un ministre italien de l'éducation, un ministre espagnol de l'éducation ne peut pas faire ce que peut faire un ministre français de l'éducation. Mais cela suppose évidemment d'avoir créé les conditions d'un changement réussi. Mais surtout, la fierté qu'on peut avoir d'être un grand service public de l'éducation nationale, encore une fois, les formules ne doivent pas être vides. Être un grand service public de l'éducation nationale, on retrouve l'adjectif grand, un grand service public de l'éducation nationale, ça sert notamment à ça, c'est-à-dire être une très grande masse critique, capable de faire des choses que sa taille permet. Et ce que permet notre taille, c'est notamment l'excellence scientifique, l'excellence que permet la masse critique, avoir des grands laboratoires de recherche, avoir des grandes institutions de recherche et d'enseignement, comme le sont ou doivent l'être les INSPE. D'où une stratégie pédagogique qui peut être aussi à l'échelle du pays. C'est le sens de l'existence d'un conseil scientifique de l'éducation nationale, et je me réjouis d'ailleurs qu'hier, un des membres du conseil scientifique a obtenu le prix Nobel de l'économie, c'est quand même... Excusez du peu, hein, moi de temps en temps j'ai besoin d'avoir une fierté, parfois par personne interposée, mais parce que j'ai parfois en mémoire des reproches qui étaient faits sur la composition du conseil, on disait qu'il n'y avait que des sciences cognitives et que les gens n'étaient pas si bons que ça. Bon, ben voilà, c'est pas en sciences cognitives, c'est en économie, et bon, le prix Nobel c'est juste un indice, mais c'est sans doute plutôt un signe de bonne qualité. Rappelons que les travaux de cette prix Nobel sont des travaux contraires à la lutte contre les inégalités, qui sont clairement une source d'inspiration pour ce que nous avons à faire. Ces travaux sont très intéressants, ça porte souvent sur des pays du Sud, mais avec des conclusions qui sont parfois transposables, qui montrent au passage d'ailleurs que la dimension pluridisciplinaire est très importante. Et donc, avoir un conseil scientifique de l'éducation nationale, avoir une capacité à développer des outils pédagogiques, avoir un site comme EduSchool, avoir une institution comme l'IH2EF pour votre formation et pour le déploiement matriciel des idées que vous poussez, avoir ce corps que vous composez, et donc cet esprit professionnel que vous avez rencontré, tout ça, ce sont des atouts de notre grandeur, et il faut évidemment en tirer tout le bénéfice, et on doit avoir une politique pédagogique éclairée par ce qui se fait de mieux et ce qui se pense de mieux sur ces questions. D'où la nécessité d'un progrès permanent, c'est au passage d'une profession de foi pour le progrès scientifique, ce qui dans notre époque n'est pas une mince histoire. Nous devons porter haut et fort ce que nous avons reçu en héritage, c'est-à-dire l'idée que oui, le progrès ça existe, bien sûr, c'est jamais unilatéral. Le XXe siècle nous a appris que c'était un sujet compliqué, mais nous n'avons pas perdu l'idée que oui, le progrès est possible et que l'esprit scientifique y contribue, que l'éducation le répand. Cela aussi, ce sont des idées, c'est vrai, qui étaient déjà les mêmes au début du XXe siècle, mais ça ne me fait pas peur de les porter. Eh bien, ces idées actualisées au XXIe siècle doivent être à la base de nos progrès pédagogiques et donc de la réussite de nos élèves.
Et être un grand service public, c'est notamment cela, et c'est cette réussite-là que nous devons avoir. Et tout ceci, que ce soit la formation, que ce soit l'animation pédagogique, vous implique considérablement et doit être partagé quant au sens que cela revêt avec l'ensemble de nos collègues, pas seulement les jeunes, mais les professeurs, l'ensemble des acteurs de l'éducation. Parce que ce qui me frappe quand on parle de l'ensemble de ces enjeux, c'est que très souvent on va directement vers les processus, directement vers le comment, vers les outils, qui sont des sujets évidemment très importants. Mais on oublie souvent de commencer par le sens. Ce qui fait qu'un certain nombre de réformes, parfois, ont leur sens qui est oublié dans les discussions, ce qui fait qu'on peut donner aux acteurs l'impression de réforme pour la réforme, voire d'une accumulation de mesures dont on ne saisit pas le sens qui est venu entre elles. Si ce sens ne peut pas être explicité, alors c'est que oui, il y a un problème. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes capables de tisser un lien entre l'ensemble des évolutions que nous voulons pour l'école primaire, et qui me semblent être de bonnes évolutions. Encore une fois, l'instruction obligatoire à 3 ans, le dédoublement des classes de CP et de CE1, les évaluations de CP et de CE1, les nouveaux moyens pour l'école primaire, les nouveaux outils pédagogiques aussi pour l'école primaire, toutes ces évolutions sont des évolutions qui traduisent la priorité pour l'école primaire. Mais nous avons dans nos réunions, la réunion d'aujourd'hui, mais aussi la réunion avec les réunions que vous avez sur le terrain avec les professeurs, cette question du sens doit être sans cesse rappelée, sinon il y a toujours le risque de la coupure entre les professeurs sur le terrain et nous, et c'est évidemment vous qui êtes dans cette position pivot, dans cette position clé, non seulement de cadre, mais de, si vous me permettez l'expression, de donneur de sens. C'est vous qui êtes dans cette position de donneur de sens. Et à ce titre, vous êtes des cadres pédagogiques. J'entends parfois une critique, encore hier je l'entendais, sur le fait que l'institution serait trop injonctive. C'est une critique qui n'est pas nouvelle d'ailleurs, on peut toujours plus ou moins entendre ça. Mais disons qu'elle arrive qu'elle soit accentuée ces derniers temps. Je ne crois pas que l'institution soit injonctive. Et en tout cas, le but n'est pas qu'elle soit injonctive. Le but est que ce soit une institution qui accompagne. On parle d'école de la confiance, c'est bien de cela qu'il s'agit. Maintenant, une institution qui accompagne est une institution qui dit quelque chose. Ne pas être injonctif, ça ne signifie pas le laisser faire, laisser aller. Ça ne signifie pas de dire aux gens, faites ce que vous voulez, la Providence reconnaîtra les siens. Non, c'est beaucoup plus fin que ça, beaucoup plus équilibré que ça. Vous avez évidemment dans votre rôle d'accompagnement à encadrer les choses. Je prendrai un seul exemple qui est un exemple délicat, et qui est très intéressant. En général, plus c'est délicat, plus c'est intéressant. Les manuels scolaires. Soit on dit laisser faire, laisser aller. Très bien. Honnêtement, comme ministre de l'Éducation nationale, si je le faisais à l'ancienne, cette fois-ci dans le mauvais sens du terme, pour moi, le mieux, c'est de ne pas m'en mêler. C'est vraiment un sujet délicat. Vraiment, je vous confirme. De tous les côtés. Néanmoins, est-ce que je dois m'aveugler sur le fait que parfois ça va mieux dans certains cas que dans d'autres? Non, je pense que je ne serai pas à la hauteur de la mission qui est la mienne, de la mission qui est la vôtre, en n'intéressant pas à ce sujet qui a plusieurs dimensions. D'abord, je pense qu'il est avéré, je dis ça sur le contrôle à tous, qu'il est bon d'avoir un manuel. Or, aujourd'hui, tous les enfants des écoles primaires n'ont pas un manuel. Donc déjà, c'est en soi un sujet que nous devons regarder en face avec les mairies. Pas si facile que ça, mais c'est aussi le rôle des UN par le dialogue d'arriver à ce que ça se généralise. D'ailleurs, entre parenthèses, a fortiori dans le contexte de notre discours sur le développement durable, je pense que la multiplication des photocopies dans le système scolaire n'est pas, je le dis au passage, mais n'est pas tout à fait conforme au principe que nous professons par exemple. Le manuel, certes, c'est du papier, souvent recyclé, mais c'est au moins une quantité, disons, circonscrite de papier. Mais surtout, on connaît les vertus pédagogiques du manuel par rapport aux feuilles libres. Mais sans rentrer dans ce type de détails. Tous les enfants est un manuel. L'Académie de Paris, dans les dernières années, et sans que d'ailleurs j'intervienne en quoi que ce soit, a fait une expérimentation extrêmement intéressante avec certains d'entre vous, peut-être certains qui sont présents ici, qui était en première ligne, qui a permis, de manière
très collégial, très travaillé, très pacifié, et bien de distinguer des manuels qui convenaient davantage. Pas un manuel rédigé par l'institution, rien de si définitif que ça, mais un travail qui a permis de dire qu'il y avait un groupe de manuels qui paraissait particulièrement pertinent. Ce travail, on l'a partagé, je sais que maintenant dans d'autres régions de France, c'est regardé, mais voilà typiquement un sujet où on n'est ni dans l'injonction, ni dans le laisser-faire, laisser-aller. On est dans quelque chose d'équilibré qui tout simplement se soucie du fond. Et si vous êtes des cadres pédagogiques, par définition, vous vous souciez du fond, vous vous intéressez aux approches pédagogiques, vous vous intéressez aux outils pédagogiques, et donc il y a des choses à dire sur ce sujet, c'est pas juste tout se vaut. On n'est pas dans le tout se vaut. Et donc vous vous souciez du fond, ça ne veut pas dire que vous êtes derrière chaque professeur des écoles pour dire que maintenant, au bout de 13 minutes, je vous demande de demander à vos élèves d'ouvrir le cahier et d'écrire à la marge dans un cahier CIS, et j'essaie de m'épargner à moi-même les caricatures qui ont été faites sur ce sujet. Il y a encore des marges considérables de liberté pédagogique, évidemment. Et l'accompagnement, encore une fois, n'est pas l'injonction. Et c'est justement une reconnaissance de votre professionnalisme et de la confiance que l'institution met en vous. Vous considérez que vous êtes l'échelon fondamental de ce contenu permet d'accompagner les professeurs dans leur vie quotidienne. Donc ça, c'est à mes yeux l'approche qu'il faut avoir, une approche équilibrée, une approche qui est loin des caricatures et qui nous évite la dimension binaire, surtout entre ce que serait l'homogénéité totale qui est à la fois ni souhaitable ni possible, ou laisser faire, laisser aller, qui est d'ailleurs, je pense, en contradiction avec les théories professées par ceux qui invoquent cette harmonie. On a besoin d'un grand service public de l'éducation nationale avec une colonne vertébrale, avec des grands principes et des programmes, par exemple, et des capacités d'avancer, en laissant évidemment une très grande liberté aux acteurs. Elle n'est pas forcément de même nature selon les niveaux dont on parle. Vous savez, nous insistons énormément sur l'école maternelle, le CP et le C20. Et c'est vrai que donc l'accompagnement, il est renforcé à l'école maternelle, le CP et le C20. Et ça ne veut pas dire qu'il y a de l'injonction dans ces classes-là et puis du laisser-faire dans les autres classes. Mais ça veut dire qu'il y a une logique dans le fait de se dire qu'on doit réussir pour tous les enfants à ces moments décisifs d'un bon départ. Au total, et je ne veux pas être trop long, et je veux aussi vous parler de vous, si j'ose dire. Je parle de vos missions, mais je veux parler aussi des inspecteurs en tant que tel. Au total, ce qui se joue, c'est évidemment la réussite de tous les élèves, c'est ce qui nous anime tous, c'est ce qui fait la beauté de nos métiers, et le fait qu'on n'a pas besoin d'en chercher très longtemps le sens, il est donné, c'est quelque chose de formidable, le métier que vous exercez, de faire sens spontanément, immédiatement. Cette mission, elle suppose que le sens donc, soit restitué vis-à-vis de l'ensemble des acteurs, et j'ai bien conscience du fait que parfois ce sens n'est pas pleinement restitué pour toute une série de raisons, y compris dans le fait qu'on doit libérer du temps et plus que du temps, de l'énergie pour la dimension pédagogique qui reste la dimension essentielle. Pourquoi il y a un raisonnement symétrique à mener sur le directeur d'école et sur l'inspecteur de l'éducation nationale, qui est dans les deux cas, nous devons alléger la dimension administrative, et c'est le sens des travaux qu'on doit mener dans les temps à venir. Je suis sûr que c'est possible. C'est sûr aussi que les évolutions de structure pourraient faciliter cette allègement des fonctions administratives. Là, c'est une réflexion qu'il faudra pousser plus loin. Tout ceci mène évidemment aussi à des réflexions sur ce qu'est un inspecteur. La meilleure manière de le définir, c'est quand même de commencer par la mission plutôt que de commencer par le statut. De ce point de vue-là, encore une fois, vos réflexions seront très utiles. Mais c'est aussi de vous reconnaître dans vos carrières. Donc, je peux vous dire que Patrick Courménac fait du bon travail, mais vous savez, pour vous, il est inlassable dans sa défense de ces sujets. Alors, je ne vais pas rentrer dans les dimensions techniques, je pense que vous le ferez, mais en tout cas, la nécessaire fluidité des carrières, la capacité d'accélérer le passage à certains échelons, tous ces sujets sont venus travailler avec le SIEN et donneront lieu à des progrès en 2020. Et je peux le dire de manière concrète, puisqu'on a intégré dans nos raisonnements sur
conception du budget 2020. Sans rentrer dans tous les détails, j'ai conscience de certains blocages, de certains retards qui ont pu avoir lieu, et ça ne me fait pas peur de faire des comparaisons entre la situation des cadres du premier degré et ceux du second degré. Je pense qu'il faut avoir une vision d'ensemble sur ces questions, de même que ça ne me fait pas peur de comparer la situation des professeurs des écoles avec celle des professeurs du second degré pour des enjeux de justice de rémunération que nous aurons à traiter dans les temps à venir dans le cadre de la réforme des retraites et donc de la réforme des rémunérations. Donc il y aura, au titre des carrières, des évolutions positives, et c'était aussi ça évidemment que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Sur les missions, j'en ai évidemment parlé avec ce que je vous ai dit à l'instant, mais ça fait aussi partie des discussions, de ce que nous appelons l'agenda social, qui doit permettre de continuer à mieux préciser les missions. Notamment être capable de mieux les hiérarchiser, parce que si on dit qu'il y a moins de dimensions administratives, alors il faut être capable de dire lesquelles et comment nous accordons plus d'importance à telle chose que la catégorie. Donc il devrait y avoir probablement une réécriture de la circulaire de 2015, mais ça c'est un travail qui s'accomplit avec vous pour le réaliser. Et puis nous devons évoluer aussi sur la formation initiale et continue, c'est aussi un sujet de l'agenda social, c'est vrai pour les professeurs mais c'est vrai aussi pour les inspecteurs. Et l'Institut des hautes études pour l'éducation et la formation, l'IHEF, a réalisé une étude sur ce point, et la maquette de formation statutaire a donc pu être revisitée grâce à cette étude, avec l'idée de renforcer notamment la formation initiale. Vous avez, quand vous êtes IEN chevronné, un rôle évidemment très important à jouer pour cette formation initiale, et donc votre relation à l'IHEF est un point important pour l'impact que vous avez ensuite sur le professionnalisme des plus jeunes. Donc, autour de ces trois orientations, c'est-à-dire la carrière, le déroulement de la carrière, les missions en second lieu, et en troisième lieu, la simplification des missions, et en troisième lieu, la question de la formation initiale et continue. Autour de ces éléments-là, il y a aussi, je crois, une amélioration de vos conditions de travail, tout simplement de votre vie professionnelle qui se réalise. Donc pour conclure, je voudrais d'abord vous remercier de votre implication dans les enjeux de l'éducation nationale. C'est votre implication en tant qu'IEN, mais c'est aussi votre implication en tant que syndicaliste, encore une fois, ce syndicalisme constructif qui signifie que non seulement vous avez du temps pour vos circonscriptions, mais vous avez aussi du temps pour cet engagement, qui est un engagement de proposition. J'y tiens beaucoup. Ce que vous représentez, je le redis, est vraiment très important à mes yeux et doit nous permettre d'avancer et de contribuer à des choses qui sont absolument essentielles pour notre pays. On vit une époque très particulière avec des défis et des périls. Les défis, je le dis dans le bon sens du terme, c'est-à-dire des opportunités. Nous sommes en train de changer de civilisation, une civilisation extra-technologique, avec ce que ça comporte comme possibilité et comme péril. Et l'école primaire joue un rôle fondamental dans ce cadre. Pas tant parce que le numérique envahirait l'école primaire. Le numérique a un rôle à jouer dans l'école primaire. Je vois maintenant des TVI à peu près partout, et toute une série d'expérimentations. Je pense aux petits robots que je vois de plus en plus. C'est un endroit que je préfère souvent aux écrans, j'en profite pour le dire, et aux tablettes, parce que pour moi le robot ne crée aucun phénomène d'addiction ou de problème vis-à-vis de la concentration. Les tablettes permettent d'inciter à la modération, mais ça je ne vais pas rentrer dans ces détails. Mais on rentre dans cette civilisation numérique. Et dans cette civilisation numérique, on a besoin de plus en plus d'humanisme. On n'a pas à s'éloigner de notre feu initial. On a au contraire à y rester fidèle. C'est-à-dire que non seulement l'humanisme ne baisse pas, mais l'humanisme est plus que jamais nécessaire. L'humanisme, c'est pas non plus un vain mot, c'est pas une formule. L'humanisme, ça veut dire qu'on met l'être humain au centre, donc l'enfant en l'occurrence au centre. Et cet humanisme signifie beaucoup de choses. Il signifie bien sûr les savoirs fondamentaux, mais ce que j'appellerais aussi l'ancrage. L'ancrage, c'est par exemple l'ancrage dans la nature. On a des enfants, même au milieu rural, qui n'ont pas été voir la forêt qui est à un quart d'heure de chez eux. On a des phénomènes de ce type, liés aussi au souci numérique parfois. Cet ancrage de l'enfant, le fait de le faire grandir sur ses deux pieds, c'est-à-dire des savoirs et des valeurs qui sont des valeurs de la République, c'est un enjeu plus que jamais fondamental, encore plus fondamental que dans les époques précédentes.
Il n'y a donc pas de ringardisation de l'école primaire, il n'y a pas de ringardisation des grandes valeurs ou des grands principes qui vous ont fait un jour entrer dans l'éducation nationale. C'est toujours les mêmes. Et ces valeurs et ces principes, elles sont plus que jamais, elles sont importantes. Et le fait qu'il y ait parfois des voix pour essayer de ringardiser cela ou de marginaliser cela doit nous rendre encore plus forts dans la défense de cela. Parce qu'on en a plus que jamais besoin. On a besoin d'avoir des enfants qui prennent un bon départ dans la vie. On a le défi social plus que jamais, qui est le défi républicain, c'est-à-dire la totalité des enfants scolarisés et la totalité des enfants sortant avec les savoirs bien ancrés. Et puis on a besoin d'avoir des enfants qui ont une culture et une logique. C'est la culture et la logique qui sont les deux mamelles, si je puis dire, les deux piliers de ce dont l'enfant a besoin ensuite dans son parcours scolaire. Cette mission, elle est essentielle et elle est identifiée comme telle par l'ensemble de la société française. Pourquoi votre rôle est majeur? C'est évidemment par là que je souhaite conclure et c'est par là que j'avais commencé. Vous avez un rôle majeur qui fait un sens majeur dans une institution qui a vocation à vous reconnaître toujours plus et qui a vocation aussi à se moderniser en permanence et donc à faire évoluer la fonction dans des termes dont on doit toujours discuter ensemble et pour lesquels vous êtes bien organisés pour que nous en discutions ensemble. Et je vous en remercie. Minutes, on a fait quelques temps pour quelques questions. Peut-être juste avant qu'on donne la parole à la salle, monsieur le ministre, on a aussi bien sûr le second degré qui est présent ici avec la transformation de la voie professionnelle qui pose question à de nombreux inspecteurs. Est-ce que par rapport à ça, il y a l'idée de transformation de la voie professionnelle fait partie vraiment de votre stratégie à l'heure actuelle pour les inspecteurs du second degré, puisqu'on a des IAIPR, bien sûr, avec lesquels on travaille régulièrement, mais aussi des IEN second degré qui sont syndiqués chez nous et qui doivent entendre 2 mots sur le second degré. Oui, c'est vrai. Pardon, c'est la deuxième priorité. Je le dis toujours. Je ne le dis pas parce que vous êtes là. Donc je salue les IEN de TEG et IO, et pardon de voir, moyen mnémotechnique pour me souvenir que disait IO, parce que j'en connais un peu dans la salle. Donc pardon, mais c'est vrai que je voulais insister sur l'école primaire, mais bien sûr que le discours s'adresse aussi à vous. 2 mots quand même sur ces sujets, 2 mots sur l'évolution de l'enseignement professionnel, 2 mots sur l'orientation. Peut-être 2 mots sur la laïcité aussi, parce que si je vais en courant, c'est parce que je vais à l'Assemblée nationale, mais je vais passer un moment moins agréable sur l'enseignement professionnel. Il y a évidemment cette réforme est majeure, c'est une réforme qualitative, souvent inspirée par des réflexions qui viennent des grandes inspections d'ailleurs, parce que la plupart des éléments de cette réforme viennent des meilleures pratiques de l'enseignement professionnel et de l'enseignement évidemment primaire. Je pense en particulier à la co-intervention, qui est typiquement une évolution pédagogique qualitative. On sait très bien le reproche qui est fait à cette évolution, et je vais en dire un mot, c'est qu'on dit qu'on veut sacrifier des heures d'enseignement général et d'enseignement professionnel. C'est évidemment pas l'intention, je voudrais vraiment répéter que le nombre d'heures n'est pas le critère majeur que l'on doit avoir, parce que si c'était le cas, le lycée professionnel irait très bien aujourd'hui, avec cette 25 heures qui fait recordman de temps de travail pour les élèves et de tout le monde. On a quand même le décrochage, on a des faiblesses justement dans l'enseignement général, des faiblesses de culture générale, de savoirs généraux de nos lycéens professionnels, et donc la co-intervention n'est pas le seul élément, mais fait partie des éléments stratégiques à la fois pour travailler en petits groupes et pour donner du sens aux apprentissages de l'enseignement général. Et c'est donc avec des objectifs de ce type que l'on doit réaliser la co-intervention. On doit aussi, je crois, à l'échelle de chaque établissement, favoriser dans l'enseignement professionnel comme dans l'enseignement général des politiques d'approche personnalisée. Si on regarde les choses en face, on a une très grande hétérogénéité, on a un enseignement professionnel d'excellence, bien des angles, avec des élèves dont nous voulons de plus en plus qui représentent cette excellence et qui choisissent l'enseignement professionnel pour ces raisons-là et avec de réelles qualités scolaires. Puis on a des élèves qui ont accumulé des retards et qu'on doit rattraper tout de suite. Et ce n'est pas la multiplication des heures d'enseignement général qui est forcément la solution. C'est peut-être
des heures ciblées, ça peut être de l'accompagnement personnalisé, bref, une approche au cas par cas en fonction des moyens de l'établissement, et qui suppose une politique d'établissement parce que la situation toujours est différente d'un établissement. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les réformes des lycées amènent de plus en plus à avoir des politiques éducatives et pédagogiques d'établissement à faire des grands choix. Et ces grands choix doivent évidemment bénéficier en premier lieu aux élèves les plus en difficulté. Et de ce point de vue-là, la co-intervention ne résume pas tout ce qu'il y a à faire en la matière. De même, avec la co-intervention, on doit donner un accent tout particulier sur l'éducation artistique et culturelle en lycée professionnel, alors même que cette éducation artistique et culturelle peut très bien se donner à se réaliser en plus des 30 heures. C'est des activités avec des natures périscolaires, c'est une série d'animations qui peuvent venir à la faveur de cette atmosphère pédagogique que nous créons. L'autre bonne pratique qui se généralise, c'est le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, je tiens à insister sur ce point, doit être typiquement l'un de ces éléments de la réforme de la voie pro qui un jour permettra peut-être que la voie pro apparaisse un modèle pour les autres voies. Je suis persuadé que la co-intervention et le chef-d'œuvre peuvent être contagieux pour l'enseignement général et technologique. Et qu'elle a une pédagogie de projet en particulier, qui fait qu'il y a de l'innovation possible dans l'enseignement professionnel, là où ce serait plus difficile de voir dans l'enseignement général et technologique, mais où on peut créer en quelque sorte des avant-gardes qui ensuite démontreront les choses par la preuve. Et ça, vous êtes très fortement en situation de faire ça. Il y a aujourd'hui des exemples de co-intervention de pratique de chef qui sont magnifiques. Et donc, ce qui fait que je suis d'un naturel plutôt optimiste, c'est que finalement, je vis encore l'idée de la contagion des bonnes pratiques. C'est-à-dire que j'ai tendance à penser que quand quelque chose va bien, normalement c'est plus imitable que quand quelque chose va mal. Et c'est ce qui me fait croire à la notion de progrès. Malgré tout, quand on regarde, on va plutôt vers ce qui fait envie que vers ce qui fait pitié. Et donc, ce qui doit faire envie, c'est la co-intervention et le chef-d'œuvre et créer une émulation progressive au sein de l'enseignement professionnel, mais même au-delà de l'enseignement professionnel. Alors je vais vite à l'orientation, parce que même s'il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais évidemment, en un mot sur les IETG là-dessus, c'est que votre rôle pédagogique, du coup, est plus fondamental que jamais. Et donc on retrouve le même raisonnement, évidemment, que pour les IETG du premier degré. C'est-à-dire que dans un contexte de réforme qualitative comme celle-ci, c'est évidemment cet enjeu-là dont vous êtes d'abord et avant tout porteur. Pour les IENIO, là aussi, on est dans un contexte de réforme considérable, je ne vais pas en rappeler les détails. Mais ce qui est certain, c'est que les lignes sont en train de bouger, que les IENIO sont en situation pivot. De façon générale, les personnels, les cadres de l'orientation des académies sont en situation pivot, par leur dialogue avec les régions pour des compétences nouvelles, par aussi le travail réalisé avec le LICEC, par exemple, qui, dans un contexte où là, pour le coup, les technologies numériques vont nous permettre de grands progrès. Donc vous êtes dans une situation pivot, une situation d'abeille, une situation permettant cette fertilisation de l'orientation. L'orientation a besoin de passer un cap complètement nouveau. Et puis aussi, l'orientation, elle doit concerner tout le monde. Elle doit concerner tous les adultes, vous le savez, et dire que cela n'est pas contradictoire avec l'existence de personnels d'orientation. Au contraire, ça doit positionner les personnels d'orientation comme étant les avant-gardes, les formateurs, ceux qui ont des compétences supérieures, spécifiques sur ce sujet, et qui sont capables évidemment d'animer ce que sont les professeurs principaux, de façon générale, l'ensemble des adultes qui entourent l'élève. Bon, alors, il faut que je m'en aille. Vive la République, vive la laïcité. C'est très difficile au gouvernement pour avoir mon point de vue. Méfiez-vous quand vous entendez des choses sur ce que je dis, de grâce sur le sujet de l'éducation, sur l'ensemble des sujets, et à fortiori sur celui-ci, référez-vous toujours à ce que je dis et pas sur ce qu'on dit que je dis, sur les phrases coupées telles qu'elles existent. Je dis des choses qui correspondent à la vision, je crois, partagée dans l'éducation nationale. C'est très important qu'on soit porteur de cela aujourd'hui. La laïcité, là aussi, n'a pas pris une ride. La laïcité, c'est un trésor français. C'est ce qui nous permet de vivre ensemble, dans le respect de tout le monde, dans le respect de la diversité, et en étant très attentif à ce que les valeurs de la République soient respectées au quotidien, qu'il n'y ait pas de prosélytisme dans l'école de la République. C'est un point extrêmement important. Donc, vive la République, vive l'école et vive la laïcité. Merci.
ceux qui n'ont pas eu le temps de poser leurs questions, mais vous avez compris pourquoi, à un moment, il me semblait indispensable de solliciter le ministre par rapport au seul point qui n'avait pas été évoqué, c'est-à-dire le second degré, considérant qu'il ne faut pas que nous implique à la fois les inspecteurs du premier, mais aussi du second degré. Donc si les collègues du second degré étaient partis avec juste des informations sur la circonscription du premier degré, certes, ça leur aurait fait plaisir, mais je pense que pour expliquer sur le terrain que le ministre voyait les inspecteurs comme étant chargés d'une circonscription du premier degré et que l'avenir des inspecteurs du second degré étaient dans le premier degré, ça aurait été difficile. Donc j'ai préféré poser cette question, ce qui n'empêchera pas qu'évidemment